Et nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La CAQ a beaucoup gaspillé en 6 ans. Aujourd'hui, elle a perdu le contrôle des finances publiques. La mise à jour économique récente nous confirme le déclin de la capacité financière du Québec. On est passé en 2018 des surplus libéraux de 7 milliards de dollars à un déficit aujourd'hui de plus de 15 milliards de dollars. Et les Québécoises et Québécois n'ont pas les services auxquels ils ont droit, que ce soit les personnes aînées, que ce soit les personnes les plus vulnérables, les services de garde et j'en passe, ils n'ont pas les services. Gaspillages sont nombreux, que ce soit la formation en construction, 50 millions gaspillés. SACLIC, on parlait du ministère des Transports, SACLIC, c'est 41 millions qui a été gaspillé. Ça passe du 6,7 milliards de 2022 des chèques électoraux aux 7 millions des Kings de Los Angeles, Madame la Présidente. À partir de 2019, l'avantage que nous avions au Québec, grâce aux gouvernements libéraux précédents, c'est que nous avions un ratio dette-PIB qui était meilleur que celui de l'Ontario. Mais Francis Veil de la Presse l'a reconnu, 2024, je le cite, restera dans l'histoire comme l'année où le Québec est redevenu plus endetté que son voisin. La preuve est faite, la CAQ coûte cher aux Québécoises et Québécois qui n'ont pas les services. Il est où le chef de la CAQ qui, en 2012-2014, pourfendait Pauline Marois pour ses déficits? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, quand on est arrivé en 2018, on s'est retrouvé dans une situation où, entre autres, le réseau de la santé était sans dessus, en tout cas, je ne sais pas comment on dit ça, là, mais en tout cas, tout croche. Et il y avait eu des coupures, Madame la Présidente. Même Carlos Laitao, qui avait été, pendant ces années-là, ministre des Finances, puis Gaétan Barrette, qui avait été ministre de la Santé, ont dit « ça n'a pas de bon sens, les coupures qui ont été faites par le gouvernement libéral en santé. » Deuxième chose, Madame la Présidente, les impôts étaient dans le plafond. Donc, quand on regarde le déficit actuel, essentiellement, là, on peut bien s'amuser avec des petits montants, mais les montants importants qui nous amènent à un déficit de 8,8 milliards avant versement au Fonds des générations viennent de deux choses. L'argent qu'on a réinvesti en santé, pas en éducation. C'est quand même pas rien, là. On a augmenté les deux budgets les plus importants de 50 % en 6 ans. Bon, peut-être que les libéraux ne sont pas d'accord avec ça. Deuxième chose qu'on a faite, on a baissé les impôts de la classe moyenne. Je sais que le nouveau Parti libéral, on va voir qui va être le chef, là, mais il y en a qui sont pour les baisses d'impôts, il y en a qui sont contre. Il va y avoir un débat dans les prochains mois. Nous, on pense que c'est important, le portefeuille des Québécois. Première complémentaire. Bien, Madame la Présidente, je veux dire, la définition même du gaspillage, c'est dépenser de l'argent sans résultat. Ça, c'est du gaspillage. Quand j'entends le premier ministre parler de petits montants, 41 millions, ça clique, c'est pas important, des petits montants. Le 50 millions gaspillés, formation en construction, c'est pas important, c'est des petits montants. C'est de l'argent de poche, ça. Le 6,7 milliards de 2022 du chèque électoraliste, le 7 millions des Kings, c'est pas important. Bien, les petits montants sont devenus grands, puis c'est ça le fiasco de la CAQ. Réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, quand on parle des montants importants qui ont été investis, parlons, par exemple, d'éducation. On est rendu à 13 000 aides à la classe. C'est une de mes grandes fiertés. 13 000 aides à la classe. Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là? C'est une deuxième personne dans la classe qui vient aider les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est important de le faire, Madame la Présidente, parce que 25 des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont le potentiel de réussir si on les aide. Donc, ça, c'est des montants importants. Maintenant, si on parle de la santé, bien, parlons de tous les soins à domicile. Deuxième complémentaire. Qui sont coupés, les soins à domicile, qui sont coupés. Oui.
Puis là, l'Agence de recouvrement, l'Agence de santé, l'Agence de recouvrement, Mme Biron, son premier mandat, c'est d'aller couper 1,5 milliard de dollars. C'est ça son mandat. Le gouvernement court après l'argent, Madame la Présidente, puis les Québécoises et Québécois sont doublement pénalisés. On a un déficit record à cause de ce gouvernement caquiste-là, puis on n'a pas les services, Madame la Présidente. En ce sens-là, il est où le chef de la CAQ qui, en 2012-14, encore une fois, pourfendait Pauline Marois? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je cherche des chiffres, là, mais les services à domicile, il y a eu des centaines de milliers d'heures de services qui ont été ajoutés. Comment le Parti libéral qui a coupé peut-il nous accuser de ne pas avoir augmenté de centaines de milliers d'heures les services à domicile, Madame la Présidente? On a construit aussi des maisons des aînés. C'était la catastrophe, les CHSLD, l'état dans lequel on gardait nos aînés. On est en train de changer ça. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, la Maison des aînés, là, une unité, une porte, 1,1 million de dollars. Savez-vous, est-ce qu'il sait, le premier ministre, combien il y a de personnes sur la liste d'attente pour une place en CHSLD? Est-ce qu'il le sait? 3 684, qui aujourd'hui a besoin d'une place. Mais non, il a préféré se garrocher dans la Maison des aînés. Quelques privilégiés pourront l'avoir, puis on est content pour eux autres. Mais les 3 684 qui n'ont pas le service, eux autres, là, sont sur des listes d'attente qui n'ont pas le service requis. Alors qu'ils le reconnaissent, ils gèrent comme un péquiste. C'est ça le résultat. Vous connaissez le règlement. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, juste cette année, il y a 10 000 personnes de plus au Québec qui reçoivent des soins à domicile. Donc, Madame la Présidente, il y a eu des centaines de milliers d'heures qu'on a ajoutées depuis 6 ans parce que, oui, nos aînés, idéalement, quand ils sont capables, préfèrent rester à la maison, mais ça prend des services, ça prend des gens du CLSC qui vont régulièrement visiter ces personnes qui ont besoin d'aide. Donc, c'est un virage extraordinaire qu'on est en train de faire, le contraire des coupeurs du Parti libéral. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. En début de mandat, la ministre responsable des aînés disait à la presse que sa plus grande priorité était de consolider le soutien à domicile. La ministre connaît depuis 1 an les résultats du rapport de la commissaire à la santé et au bien-être sur le soutien à domicile. On répond à 10 des besoins. Selon la presse, 19 000 personnes attendent encore un premier service à domicile. La ministre annonce que ses travaux pour élaborer sa politique nationale sur le soutien à domicile vont commencer, Madame la Présidente. Je dis bien commencer en janvier 2025. Et le plan d'action au bout d'1 an, janvier 2026, Madame la Présidente. Son bilan de fin de session par rapport au soutien à domicile, c'est un grand 0. Où elle est sa priorité pour le soutien à domicile annoncé en début de mandat? Madame. Je reconnais Madame la ministre, responsable des aînés. Oui, je vais garder un ton calme en cette chambre. C'est toujours un peu stressant d'entendre des gens qui élèvent la voix de cette façon. Mais je veux quand même dire à ma collègue députée de Lapinière, que le soutien à domicile, c'est une priorité pour notre gouvernement. On est le gouvernement qui en a fait le plus pour le soutien à domicile depuis 2018. Au moment où on se parle, peut-être que la députée de Lapinière ne va pas consulter les données. On a plus de 400 000 Québécois, Québécoises, Madame la Présidente, qui reçoivent des services de soutien à domicile. C'est plus de 10 000 personnes qu'à pareille date l'année dernière. Nous sommes en augmentation dans les services de soutien à domicile, Madame la Présidente. Et puis, nous travaillons avec les différents partenaires, comme les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, qui font de l'aide domestique, qui font du soutien aux activités quotidiennes, qui font du répit. Madame la Présidente, regardez le soutien à domicile sous l'angle des heures des CLSC. Franchement, c'est très amateur.
très amateur. Et quand on regarde le soutien à domicile, il faut le regarder sur l'ensemble de tous les programmes, Madame la Présidente. Première, pas de bravo. Première complémentaire. Madame la Présidente, la ministre connaît les conclusions du rapport de la commissaire depuis 1 an. En étude de crédit, elle m'a répondu que se doter d'une politique nationale sur les services de soutien à domicile, c'était la première des mesures les plus importantes et structurantes recommandées par la commissaire. 6 mois plus tard, l'élaboration de cette politique n'est même pas commencée. On a perdu 1 année à cause de l'inaction de la ministre aux dépens des aînés. Est-elle fière de son bilan de fin de session? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, j'ai retrouvé mes chiffres. Soutien à domicile en 2018, 1,5 milliard. Soutien à domicile en 2023, 2,9 milliards. Nombre d'heures de soutien à domicile en 2018, 19 millions d'heures. Nombre d'heures en soutien à domicile en 2023, 35 millions d'heures. J'ai plus rien à ajouter. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. On ne fait pas de commentaires, ni après les questions, ni après les réponses. Une seule personne a le droit de parole. Deuxième complémentaire, Madame la... S'il vous plaît, ça va de tous les côtés de la Chambre. On écoute Madame la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Ça prend trop de temps. Il y a de l'argent, pas de plan. C'est ça, la CAQ, l'argent, pas de plan. Et l'absence de soutien à domicile qui va en croissant comme demande, bien, ça accélère la perte d'autonomie, les risques de chute, les hospitalisations. Et l'absence de soutien à domicile suffisant, ça finit par faire augmenter les listes d'attente pour l'hébergement. Et en plus, ça épuise et fragilise les personnes proches aidantes. Clairement, la CAQ a abandonné à l'eau pas de plan. Bon. On revient au silence, je vous prie. On se respecte les uns les autres. J'aimerais entendre la ministre responsable des aînés. Oui. Bien, Madame la Présidente, je suis d'accord avec la députée de Lapinière. C'est vrai que ça a pris du temps. Ils ont été là pendant 15 ans. Ils n'ont rien fait avec le soutien à domicile. La dernière fois que la politique de soutien à domicile a été mise en place au Québec, Madame la Présidente, c'était en 2003-2004. C'est épouvantable. Alors, ce qu'on est en train de faire, Madame la Présidente, c'est de réviser la politique. Puis on ne fera pas ça en vase clos, seulement avec l'équipe du ministère, que j'apprécie énormément. On va le faire avec tous les partenaires. Il y a plus de 45 partenaires qui sont impliqués avec nous. Ça va dans le sens des recommandations de la commissaire Santé-Bien-être. Vous serez bienvenus si vous voulez y participer. On va se donner un plan d'action ferme pour le soutien à domicile. Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, la ministre de la Famille s'est vantée d'avoir déposé un plan d'action pour répondre au rapport de la VG concernant la qualité de nos services de garde. Nous l'avons finalement retrouvé, ce fameux plan d'action. Alors, on va en parler. Devant le constat de la VG sur le ratio d'éducatrices qualifiées, la ministre se fixe comme objectif dans son plan d'action d'aller recruter près de 1000 éducatrices qualifiées à l'international d'ici le 31 mars 2026, grâce aux Journées Québec en partenariat avec le ministère de l'Immigration. Mais la semaine dernière, le ministre de l'Immigration a annoncé qu'il arrêtait les Journées Québec. Son plan d'action qu'elle vient tout juste de déposer ne tient déjà plus la route. Madame la Présidente, est-ce que la ministre va réussir, ou comment elle va réussir à trouver les 1000 éducatrices qualifiées prévues, parce que clairement, son plan qu'elle vient tout juste de déposer n'est déjà plus valide? La réponse de la ministre de la Famille. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis contente que les oppositions aient suivi les procédures parlementaires et aient vu le dépôt, qui vient pas juste d'être déposé, il a été déposé le 23 septembre. Alors, oui, on a déposé ce plan d'action, mais on s'est aussi mis immédiatement en action. D'ailleurs, les résultats préliminaires, Madame la Présidente, au niveau justement des taux de réussite sur la qualité, il a grimpé à 77 %.
Alors, il y a des impacts, justement, sur les actions qu'on a mises en place. Et ce n'est pas qu'une action, ce sont 29 actions, Madame la Présidente, qu'on a mis en place, justement, pour pouvoir s'assurer de répondre très concrètement aux 6 recommandations. Alors, il y a déjà, effectivement, au niveau du recrutement international, plus de 200 éducatrices qualifiées qui ont été recrutées. On travaille, on l'a mentionné, au niveau, justement, de l'embauche. On a, dans les 3 dernières années, Madame la Présidente, 8 500 personnes qui sont allées chercher une attestation d'études collégiales, justement, pour se qualifier. Première, complémentaire. C'est désolant, Madame la Présidente, la ministre n'a pas répondu à la question, puis c'est très sérieuse comme question, alors je vais lui donner une deuxième chance de répondre. Elle a pris un engagement dans le plan d'action d'engager 1000 éducatrices qualifiées. De toute évidence, ce serait impossible de faire, alors je souhaite savoir qu'est-ce qu'elle va faire pour combler la différence, qu'est-ce qu'elle va faire pour rejoindre cet objectif. La réponse de la ministre. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour atteindre ces objectifs, on a mis 29 actions en place différentes et on parle ici au niveau de la qualification. Alors, ce que je mentionnais, c'est que dans les 3 dernières années, 8 500 personnes sont allées chercher l'attestation collégiale et pour être reconnus, qualifiés, ils doivent donc travailler 4 990 heures à l'intérieur du réseau, ce qui est l'équivalent de 3 ans. Alors, évidemment, ils doivent faire la qualification au complet. Dans la dernière année, Madame la Présidente, c'est plus de 1000 éducatrices qui ont obtenu la qualification. Donc, on continue de travailler sur les 29 actions, Madame la Présidente. Deuxième, complémentaire. C'est clair, la ministre n'a pas la réponse à ma question, puis on n'a pas une deuxième chance à la qualité. Toujours dans le plan de la ministre, l'évaluation de la qualité dans les milieux familiaux, le ministère dit, et je le cite, « Le déploiement de cette mesure dépendra des budgets qui seront octroyés au ministre. » Face à le gaspillage de notre argent par ce gouvernement de la CAQ et un déficit historique, je souhaite savoir très simplement, est-ce qu'elle a eu l'argent et si oui, combien? La réponse de la ministre. Alors, Madame la Présidente, on est en train de travailler justement pour voir comment ça se fera parce qu'au niveau des milieux familiaux, on travaille avec les bureaux coordonnateurs dans l'ensemble des régions du Québec qui sont à proximité. On travaille à uniformiser les façons de faire pour s'assurer justement que l'ensemble des milieux familiaux ait tous les outils. On parle de 12 000 milieux familiaux qui nous rendent d'énormes services aux familles du Québec. Plus que 72 000 enfants, Madame la Présidente, s'y retrouvent. Alors, d'ailleurs, le milieu familial qui a été en décroissance pendant de nombreuses années, pendant 15 ans d'inaction du Parti libéral en service de garde. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy-Mehdi. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, lors de la Journée internationale des personnes handicapées, le ministre des Services sociaux déclarait, et je le cite, « Nous avons tous un rôle à jouer afin de rendre la société québécoise toujours plus inclusive. Chacun mérite de se sentir écouté, respecté et valorisé. » Pourtant, on a appris que le gouvernement de la CAQ procède à des coupures dans le programme Chaque emploi-service, privant de nombreux bénéficiaires en situation de handicap et leurs familles des moyens essentiels pour vivre dans la dignité et dans l'autonomie. Il y a des gens qui se sont fait couper du jour au lendemain 25 heures par semaine à zéro. Madame la Présidente, après avoir dilapidé 7 milliards de dollars, ce gouvernement est en train de couper les services pour les personnes les plus vulnérables. C'est carrément gênant. Comment le ministre peut-il justifier ces décisions? La réponse de la ministre responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, à titre de ministre responsable des aînés, ministre délégué de la Santé, c'est important que je réponde à cette question parce que le chèque emploi-service, c'est une modalité de service de soutien à domicile, justement. Et le chèque emploi-service, c'est un programme qui a été développé il y a plusieurs années, qui a été constamment renforcé au fil des dernières années. Et c'est une allocation, en fait, qui est versée aux personnes. Dans le cas ici, on parle des parents d'enfants handicapés, mais ça peut être aussi donc une allocation qui est versée à des proches aidants afin que ces derniers puissent s'acheter des services. Alors, c'est une mesure qui est extrêmement importante et n'a en aucun temps, Madame la Présidente,
nous avons donné une orientation de réduire le budget du chèque emploi-service et de réduire les services. En aucun temps, comme ministre responsable des aînés, responsable du dossier du soutien à domicile, j'ai donné cette consigne-là aux établissements. Et je m'attends, Madame la Présidente, que les établissements de santé et de services sociaux au Québec soient au rendez-vous pour donner les services dans le cadre du programme Chèque emploi-service. Première complémentaire. Merci, Mme la Présidente. Premièrement, je n'ai pas besoin de le faire expliquer c'est quoi le programme. Et vous êtes responsable de quoi, donc? Les services n'arrivent pas aux gens. Les gens sont dans les journaux en train de dire qu'ils n'ont plus de services. C'est qui a après demandé ça? Monsieur Lédard, je vais reconnaître brièvement. Quel est votre rappel au règlement? On s'adresse à vous, Madame la Présidente, hein? Puis on est respectueux envers les collègues. Vous vous adressez à la présidente. Je vous prie, poursuivez. Vous avez du temps. Merci. Donc, je demande encore, la ministre est responsable de quoi si elle n'est pas responsable du programme et des coupures qui ont suivi? Des gens n'ont pas de service. Des familles d'enfants handicapés sont allées de 50 heures à 0 heure. C'est pas possible. C'est des gens vulnérables. C'est un programme, justement, qui est là pour aider ces familles-là. Donc, je veux savoir, vous êtes responsable de quoi? La ministre est responsable de quoi? Est-ce qu'elle va rétablir cette situation? Et vous adressez à la présidence. Vous l'avez rétabli à la dernière seconde. Comme réponse, je reconnais l'adjointe parlementaire de la ministre responsable des aînés, la députée de Soulanges. Je vous écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai la chance de répondre à cette question aujourd'hui, bien sûr, en tant qu'adjointe parlementaire, mais aussi en tant que maman, parce que je veux rassurer les parents que la ministre a été très claire. Elle a été suffisamment claire aujourd'hui. Il n'y a aucune coupure, il n'y a aucune directive qui n'a été envoyée. Ce programme qui est hautement nécessaire pour les familles. Donc, toutes les familles y bénéficient, puis on est vraiment très rassurés de l'avoir, ce programme-là. En fait, même que la CAQ a d'avance fait passer de 11 de l'heure à 19 de l'heure, Madame la Présidente, en 2018-2019, ce qui n'avait pas été fait avec l'ancien gouvernement. En terminant. Merci, Madame la Présidente. Non. Non. Rappel au décorum. Deuxième complémentaire. Je vous écoute, Madame. Merci, Madame la Présidente. C'était rapporté dans les journaux ce matin. Donc, est-ce qu'on est en train de traiter toutes ces familles de menteurs parce qu'ils disent que leurs services ont été coupés? Donc, à un moment donné, il faut avoir une cohérence. Si la ministre est responsable du programme, elle dit qu'il n'y a pas eu de coupure, mais que les familles disent qu'il y a eu des coupures, à un moment donné, il faut que ça se rétablisse. Donc, je demande à la ministre, si c'est vrai que ce n'est pas elle qui a pris ces décisions, mais que c'est les établissements, clairement, ce n'est pas le cas, c'est elle qui est responsable du dossier, elle a une responsabilité envers ces familles-là. C'est bon d'un côté, c'est bon de l'autre. La réponse de l'adjointe parlementaire, la députée de Soulanges. Merci, Madame la Présidente. Ça va me permettre de rétablir aussi la situation sur plusieurs autres mesures que nous avons faites pour les parents d'enfants lourdement handicapés, entre autres. On a permis, dès notre arrivée en 2019 aussi, aux parents de s'octroyer eux-mêmes le programme Chèque emploi-service, qui est une avancée substantielle pour plusieurs familles qui en avaient grand besoin. On a augmenté aussi le programme d'adaptation de domicile de 16 000 à 50 000 Madame la Présidente. C'est une aide substantielle pour le soin à domicile. On a bien sûr créé la loi pour les personnes proches aidantes et sa politique. On a aussi mis sur pied un projet pilote, le SACEFA, avec mon collègue, le ministre Lionel Carman. En terminant. Donc, Madame la Présidente, on est en action, puis on continue. Merci. Et je vous rappelle qu'on appelle ses collègues par leur titre uniquement. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Hier, le commissaire à la langue française a rappelé à l'ordre la CAQ pour sa gestion chaotique en matière de francisation des immigrants, rupture de services, mauvaise planification, perte d'expertise. Ça, c'est pas Québec solidaire qui le dit, c'est le chien de garde qui a été nommé par le gouvernement de la CAQ lui-même. C'est vraiment un gâchis, Madame la Présidente. On parle de 750 profs mis à la porte, 11 000 élèves qui ont perdu leur cours de français. Ça fait 3 mois que tout le monde dit à la CAQ de reculer. Aujourd'hui, enfin, le gouvernement commence à rétropédaler.
J'espère que le premier ministre du Québec a compris qu'un nationaliste, ça ne congédie pas des profs de français pour franciser les immigrants et les aider à s'intégrer. J'espère qu'il va exiger que tous les profs soient réembauchés et que toutes les classes qui ont été fermées cet automne soient rouvertes dans les centres de services scolaires. J'espère qu'il va réparer les pots cassés et pas à moitié. Le gouvernement va ouvrir des classes. C'est un bon début, mais il reste encore la moitié des élèves qui vont être privés de leur cours de français. Ça, c'est autant de gens dont les projets sont chamboulés. Est-ce que le premier ministre peut émettre un engagement ferme de rouvrir toutes les classes sans exception en matière de francisation? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, quand on est arrivé en 2018, on francisait au Québec à peu près 30 000 personnes par année. Actuellement, on francise 70 000 personnes par année. Donc, on a plus que doublé. Par contre, comme le sait la députée de Mercier, depuis 2 ans, on est passé de 300 000 immigrants temporaires à 600 000 immigrants temporaires. Donc, la demande a été très forte en début d'année. Donc, l'augmentation de budget a été donnée et plus dans la première moitié de l'année. Donc, évidemment, on demande à tout le monde de respecter leur budget sur l'année annuelle. Ce n'est pas idéal comme situation, puis le ministre va s'assurer l'année prochaine que le budget, qui ne sera pas réduit, va être mieux réparti toute l'année pour éviter qu'il y ait beaucoup d'embauches en début d'année puis que des personnes n'aient pas d'emploi comme prof en fin d'année. Donc, on va régler ce problème-là, mais on va s'entendre sur une chose, jamais le Québec a autant francisé de personnes qu'avec le gouvernement de la CAQ. Première complémentaire. Madame la Présidente, la demande a augmenté. Maintenant, l'objectif, c'est pas de baisser puis de donner moins de cours. Moi, je suis en train de lui demander le strict minimum. Je lui demande le statu quo. Il y a des cours de français qui étaient donnés cet automne et les gens ont vu leurs cours s'arrêter et être terminés et des profs mis à la porte. Donc, je ne lui demande pas d'ajouter. Ce que je lui demande, c'est que les cours qui ont été fermés soient rouverts puis que les gens puissent suivre leurs cours. Est-ce qu'il peut s'engager à ça? C'est un minimum. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, la députée de Mercier a dit quelque chose hier qui m'a fait de la peine. Elle a dit, chaque fois que le premier ministre parle d'immigration, il me fait sentir de trop. Je veux la rassurer. Moi, je pense que la députée de Mercier, là, c'est un modèle d'intégration au Québec. Elle est arrivée au Québec, elle a appris le français, parle très bien, de façon parfaite, le français, elle est impliquée en politique, elle aime la culture québécoise. Donc, moi, là, je ne veux pas qu'elle se sente de trop. Je veux qu'elle se sente québécoise à 100 %. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, hier, je parlais de mon sentiment qui est quand même partagé par beaucoup de gens. Je ne voulais pas blesser le premier ministre. Je sais que lui non plus ne va pas blesser les personnes immigrantes, pas juste moi, mais toutes les personnes immigrantes qui veulent travailler, qui veulent contribuer à la nation québécoise, qui veulent la construire avec nous. Et c'est important que le premier ministre du Québec reconnaisse ça, dise que c'est positif et que c'est extraordinaire que des gens veulent apprendre le français. Est-ce qu'il peut s'engager à garder... La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, il y a comme de plus en plus un consensus. Quand je parle avec Emmanuel Macron, il me dit « il y en a trop ». Quand je parle à Justin Trudeau, ce qui est nouveau, là, virage à 180 degrés, il me dit « il y en a trop d'immigrants pour la capacité d'accueil ». C'est quoi la capacité d'accueil? C'est l'argent qu'on a pour éduquer les 52 000. Dans les 600 000 là, immigrants temporaires, il y a 52 000 enfants qui sont à l'école. Imaginez-vous le nombre de classes, le nombre de profs qu'on doit ajouter pour
donner des services à ces enfants-là. Mais Madame la... En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, la Cour suprême a tranché. La Colombie-Britannique pourra aller de l'avant avec son recours contre les compagnies pharmaceutiques. Une étape importante qui rappelle que les responsables de la crise des opioïdes ne pourront pas échapper à la justice. Vous voyez, c'est possible de responsabiliser des multinationales et c'est exactement ça que nous demandons à la CAQ de faire face aux géants du pétrole. Il faut faire payer les pétrolières pour leur impact environnemental et je parle des inondations, des chaleurs extrêmes, de feux de forêt, des sécheresses et j'en passe. Nous avons déjà adopté, tout le monde ici, le principe du pollueur-payeur dans cette Chambre parce que ce n'est pas aux Québécois et Québécoises de payer pour les conséquences des changements climatiques, c'est aux vrais coupables de le faire et pour ça, il faut les poursuivre. Est-ce que le ministre de l'Environnement va appliquer notre demande et démarrer un processus de poursuite contre les pétrolières? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente, et merci à la collègue pour la question qui m'a d'ailleurs été posée par une collègue il y a quelques jours. Question semblable, réponse qui va ressembler un petit peu. Le parallèle qui était fait, c'était celui des compagnies de tabac. Ce que je donnais comme réponse, c'est que ce sont des poursuites qui ont été initiées il y a plus de 30 ans, avec des conclusions là, qui vont se faire vraisemblablement encore dans quelques mois, sinon quelques années, donc des décennies plus tard. Québec solidaire nous demande d'intenter des poursuites pour avoir peut-être un résultat dans 30 ou 40 ans. Ce que l'on préfère faire de notre côté, c'est agir maintenant. Et c'est ce qu'on a fait avec la présentation du dernier plan de mise en œuvre en juillet dernier, avec des budgets conséquents, plus de 10 milliards de dollars, avec une somme record aussi dédiée à l'adaptation au changement climatique. Donc, dans 40 ans, ce serait trop tard, il faut agir maintenant. Et c'est ce que l'on fait avec une série de programmes qui sont d'ailleurs réalisés en partenariat avec différents ministères. Donc, inutile d'attendre 40 ans, on peut bouger maintenant, Madame la Présidente. Première complémentaire. Merci. Je veux rappeler au ministre de l'Environnement qu'on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. On peut agir pour lutter contre les changements climatiques, on peut en même temps poursuivre les pétrolières. Il a raison sur une chose, ça va prendre du temps. Mais en effet, commençons maintenant, tout de suite, à poursuivre ces géants-là qui sont coupables, qui sont responsables pour les effets des changements climatiques. Allons chercher cet argent, c'est ça qu'on demande. On n'est pas élus ici pour seulement régler des problèmes le temps d'un seul mandat. La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Dans les faits, je comprends qu'on peut marcher de la gomme en même temps. C'est ce que l'on fait. Au niveau du pétrole, l'approche retenue, c'est de se départir graduellement du pétrole. Il faut aussi admettre qu'on en aura besoin pour plusieurs décennies encore. Il ne faut pas être naïf à ce niveau-là. On veut diminuer notre dépendance au pétrole, oui, mais prétendre qu'on n'en aura plus besoin dans un avenir rapproché est aussi utopique. Mais il y a plusieurs mesures qui sont mises de l'avant pour réduire cette dépendance-là, pour diminuer l'impact aussi de la combustion de ces différents produits. D'ailleurs, on a un plan qui a été salué au niveau de sa gouvernance et qui donne des résultats. Deuxième complémentaire. Ce qu'on demande, c'est d'aller chercher de l'argent qui va nous permettre de s'adapter au changement climatique. Il y a plusieurs États qui ont commencé, puis oui, ça va prendre du temps, mais ils ont eu le courage de le faire. Je parle de la Californie, les Massachusetts, le Rhode Island, le Québec a aussi été capable d'aller chercher plus de 6 milliards de dollars en poursuivant l'industrie du tabac. On est capable de faire la même chose face aux géants pétroliers du pétrole. C'est pas aux Québécois et Québécoises de payer. Est-ce que le ministre va entamer des poursuites? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. De nouveau, ce n'est pas l'approche qui semble la plus constructive à ce moment-ci. C'est un droit qui n'est pas encore reconnu. Il n'y a pas eu de jugement à travers les tribunaux canadiens en la matière. Donc, ce n'est pas l'approche sur laquelle nous misons. Nous misons sur des résultats concrets à travers un plan qui est tout aussi concret, un plan qui est bien financé et qui est surtout réalisé par de nombreux partenaires. C'est ce qui fait son succès. Le ministère de l'Environnement est partie prenante, naturellement, avec bon nombre d'autres ministères impliqués.
L'important, ce sont les résultats. On diminue graduellement notre dépendance par rapport aux produits pétroliers. En terminant. On diminue nos émissions de gaz à effet de serre. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Depuis que les coupes massives en francisation ont commencé dans Jean Talon puis à Québec, c'est la 4e fois que je me lève ici en Chambre pour poser des questions au ministre qui m'a toujours affirmé qu'il n'y en avait pas de coupe, qu'il n'y en avait pas de fermeture. Et le premier ministre vient encore d'affirmer que jamais on a autant francisé. Pourtant, il y a eu une admission hier. Si on met 10 millions pour rouvrir des classes qui ont été fermées, c'est parce qu'elles ont été fermées. Voyons voir si on est capable de continuer l'exercice de lucidité. 38 centres au Québec de francisation dont l'offre a été complètement supprimée, 18 centres dont l'offre a été drastiquement réduite, 450 à 750 professeurs de francisation mis à la porte, comptés, 11 200 étudiants renvoyés chez eux sans cours de francisation, comptés un par un. Alors 10 millions, là, c'est un pansement sur une plaie béante parce que c'est l'équivalent de 2 centres de francisation, alors qu'il y en a des dizaines qui sont affectés. 2 centres, Madame la Présidente. Alors, 43 000 personnes sur la liste d'attente de Francisation Québec. C'est ça. La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci bien, Madame la Présidente. C'est particulier parce qu'au Parti québécois, des fois, il identifie des problèmes, mais après, il dénonce les solutions. C'est difficile à suivre. Écoutez, ils nous disent que c'est insuffisant ce qu'on fait. La marge de manœuvre qu'on s'est dégagée pour faire ça a été prise en prenant une décision qui était difficile, c'est-à-dire de regarder la situation, de dire, il y a un certain temps, on manquait de gens qui s'inscrivaient en francisation. Il fallait susciter la demande. Ça a l'air d'une toute autre époque au moment où on se parle, mais on faisait ça. On donnait des allocations pour que les gens aillent s'inscrire dans des cours de francisation. Au Parti québécois, ils aiment ça, le statu quo. Ils disaient, on ne touche pas à ça, mais on crée de l'argent, on ne sait pas comment, pour augmenter les cours. On a pris une décision importante, courageuse. On a dit, écoutez, on va arrêter de donner des allocations, puisque de toute façon, les gens veulent suivre des cours de francisation. On va réallouer cet argent-là pour augmenter l'offre de cours. C'est exactement ce que j'ai expliqué en septembre dernier. Ils n'étaient pas d'accord. Maintenant qu'on utilise mieux l'argent des Québécois, avec chaque dollar, on francise davantage, il est encore pas d'accord. Alors, quand on dénonce les problèmes, il faut aussi reconnaître quand les solutions se présentent devant nous, mais ça a l'air d'être trop leur demander. Première complémentaire. Oui, mais ce qu'il y a de particulier avec le gouvernement de la CAQ, c'est que ce n'est pas des solutions, c'est de créer des problèmes. 43 000 personnes aujourd'hui sur la liste d'attente de Francisation Québec, ça va jusqu'à presque 1 an d'attente. Des centres coupés, l'offre de francisation coupée partout au Québec. Et là, contrairement à ce que le premier ministre affirme, ce sont les règles budgétaires du ministre de l'Éducation, Madame la Présidente, qui indiquent clairement, blanc sur noir, que les budgets ont été coupés. Est-ce que le ministre pourrait le rappeler au premier ministre et à son collègue de l'Éducation? La réponse du ministre. Madame la Présidente, du 1er avril au 15 novembre de cette année, on a francisé 72 600 personnes. On s'enligne vers une année record. On va battre cette année le record que nous sommes le gouvernement qui a créé lui-même, c'est-à-dire que l'an passé, c'était un record. Cette année, on va aller encore plus loin. Puis on va faire encore mieux avec la réallocation des sommes dont je parle, c'est-à-dire 10 millions de plus entre janvier et la fin du mois de mars pour s'assurer de maintenir au mieux les cours dans les centres de francisation, tout en maintenant ce qu'on fait aussi dans l'autre réseau, parce que francisation, c'est un réseau de réseaux pour franciser un maximum de personnes. J'imagine que mon collègue est d'accord avec ça. Deuxième complémentaire. Sur le terrain, tous les acteurs de la francisation le disent, c'est des coupures massives et moins d'offres de francisation. Et là, il y a encore mieux. Selon mes informations, Francisation Québec est en train d'appeler en centre de francisation pour louer les salles de cours qui ont été libérées à la suite des coupures à Francisation Québec de ce gouvernement de la CAQ. Est-ce que le ministre est fier de ça? Rouvrir, fermer, ouvrir, fermer, créer plus de bureaucratie, créer plus d'administration, mais moins de francisation. C'est ça l'efficacité de la CAQ? La réponse du ministre. Madame la Présidente, oui, on est fiers d'avoir voté la loi 96. On va créer le ministère de la langue française, créer le commissaire à la langue française, créer Francisation Québec, financer Francisation Québec de manière extraordinaire. Voici le budget de la francisation qui augmente de manière incroyable. Et ce qu'on fait cette année, c'est qu'on utilise encore mieux les sommes. On n'a jamais eu autant d'argent dans la francisation. En plus, on a l'agilité gouvernementale d'être capable de s'ajuster en milieu d'année pour faire plus
avec les sommes qu'on a déjà. Donc oui, on est fiers de ça. En novembre dernier, en plus, on a créé d'autres cours dans le réseau des partenaires du MIFI. Donc, on avance avec notre réseau des centres de services scolaires, on avance avec notre réseau du MIFI. Plus de groupes, plus d'apprenants, plus de francisation, plus que quiconque ici. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. On a un grave problème au Québec en ce moment. Le recrutement des gangs de rue, des jeunes adolescents qui ont parfois 12, 13 ans et qui se retrouvent dans les réseaux criminels ou des prostitutions à la recherche d'argent facile. Cet automne, j'ai rencontré des intervenants qui travaillent auprès des jeunes à risque, dont des enquêteurs de police qui ont une approche fondée sur la collaboration avec les parents. Conclusion, combattre ces fléaux exige de dépasser la simple action policière afin de s'attaquer à la source du problème. Entre 2007 et 2014, le gouvernement du Québec avait un plan d'intervention contre les gangs de rue qui misait sur la coordination accrue de tous les intervenants et surtout sur les moyens pour sortir les jeunes des gangs de rue. En 2014, malgré un rapport d'évaluation très positif, on a abandonné ces plans. Quand est-ce que le ministre de la Sécurité publique va se doter d'un vrai plan de lutte contre les gangs de rue impliquant les communautés locales, en particulier les parents et les jeunes? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, je l'ai mentionné plusieurs fois, le crime organisé en 2024, c'est un changement de paradigme complet entre ce que le Québec a pu connaître dans les 30 dernières années dans la guerre des motards entre les Hells Angels et les Rock Machine. En 2024, aujourd'hui, c'est un crime organisé qui est désorganisé. C'est un terme que plusieurs utilisent aujourd'hui. On voit des gangs de rue utiliser malheureusement des jeunes pour faire la sale job qu'on a vu, exemple, à Frampton, voilà quelques semaines déjà. Maintenant, les policiers, quand je les ai rencontrés pour parler justement de gangs de rue et de violence armée dans les dernières semaines, les 3-4 dernières semaines, tout le monde était là. Les principaux corps de police, que ce soit la SQ, la SPVM, la Sûreté du Québec, que je l'ai mentionné, la police de Laval, la police de Longueuil, et tous vont mentionner une chose. On a tous les outils en main pour répondre à cette violence armée. La première chose qu'on m'a demandé quand je suis arrivé en poste, il faut former plus de policiers au Québec. L'École nationale de police formait 650 policiers. Grâce au ministre des Finances, on a été capable de donner près de 60 millions de dollars à l'École nationale de police. Aujourd'hui, on en forme plus de 1000 pour répondre aux besoins des services de police partout sur le territoire québécois. Première complémentaire. Stratégie de lutte contre les gangs de rue dépasse de loin l'approche policière, c'est celle qui préconise les ministres. Dans la stratégie Centaure mise de l'avant par les ministres, on a mis 2 fois plus d'argent pour la répression que pour la prévention. Les jeunes qui sont recrutés sont souvent eux-mêmes victimes d'extorsion. Leurs familles sont parfois menacées, ce qui complique davantage le travail des policiers. Le ministre est-il d'accord qu'un jeune ado manipulé par les gangs de rue a besoin d'aide et d'accompagnement, pas de répression? La réponse du ministre. Madame la Présidente, quand je suis arrivé en poste, pour moi, ce qui était important, c'était de trouver un équilibre entre la prévention et la répression. Les gens au Québec veulent voir leurs policiers et policières sur le terrain. Et de l'autre côté, je comprends aussi le travail de prévention qui doit être fait. Je l'ai mentionné dans cette Chambre, voilà quelques mois déjà, des questions. En 2018, l'aide que nous donnions au service de police au Québec était à la hauteur de 16 millions de dollars. En 2024, il est à la hauteur de 112 millions de dollars. 112 millions de dollars versus 18 quand on est arrivé en poste. Donc, ces sommes sont versées directement au corps de police pour prévenir au lieu de guérir. Deuxième complémentaire. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de stratégie. On sait que les gangs criminalisés recrutent surtout les jeunes aujourd'hui via les réseaux sociaux. Le ministre nous a parlé des changements de paradigme. Il existe des logiciels de détection utilisés par les policiers pour lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne, par exemple. Mais ça n'empêche pas le recrutement par les gangs. Est-ce que le ministre est d'accord qu'il faut impliquer des plateformes du numérique dans la lutte contre le recrutement des jeunes par les gangs de rue? Quand est-ce qu'il va se moderniser lui-même? La réponse du ministre. Madame la Présidente, vous savez, la prévention, c'est pas simple. On supporte différents programmes dans les corps de police, on supporte des organismes communautaires qui accompagnent les policiers dans le travail de prévention. Mais plus souvent qu'autrement, ce qui paye, Madame la Présidente, c'est les policiers qui cognent à la porte d'une famille,
de parents et qui disent aux parents, on est au fait que votre jeune pourrait commettre un crime ou que sa vie pourrait être en danger dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Et ce que je vous dis là est véridique. Est véridique. Et on demande aux parents, plus souvent qu'autrement, aidez-nous parce qu'on peut sauver la vie de votre jeune. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marquette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est le temps des fêtes. On a le cœur léger. Nous avons tous une âme généreuse. Alors, je vais donner une autre occasion au premier ministre de faire amende honorable. Le 1er mai 2022, le premier ministre s'est pointé à Tursault et suite à une annonce, il a décidé de se faire du capital politique sur notre héros. Oui, je vais vous reconnaître. Monsieur le leader du gouvernement, avez-vous une question de règlement? Quelle est-elle? Président, on arrive à Noël. J'aime beaucoup le député de Marquette. Dans la joie et l'harmonie. Hein, on pose la question de façon respectueuse. On fait attention. Poursuivez, monsieur le député de Marquette, dans la joie du temps des fêtes. Alors, il a fait des promesses, Madame la Présidente, suite à cette annonce-là. Alors, je cite, « L'aréna de Tursault, il faut s'assurer que ce soit en bon état. Je sais qu'il y a du travail à faire, puis on va faire ça, et on va s'en occuper. Et ça, c'est en présence de la famille de M. Guy Lafleur. Maintenant, aurait-il le courage, Madame la Présidente, de se lever, de rassurer les gens de l'Outaouais et de Tursault, ou va-t-il encore une fois se défiler derrière la ministre responsable des Sports, qui, elle, va nous parler d'un programme normé? Alors, est-ce que le premier ministre va être digne d'un chef d'État et respecter sa promesse et honorer la mémoire de notre grand héros? Bon, nous aurions pu terminer ça en beauté. Monsieur le leader du gouvernement, je vais gérer la situation. Je vous remercie. Monsieur, vous... C'est votre temps. Ah, ben là. Non. On termine, on demeure respectueux. Faites attention, monsieur le député. C'est beau, monsieur le leader du gouvernement. Faites attention, monsieur le député, je vous en prie. Vous avez 4 secondes. On demeure respectueux. Alors, à l'honneur de notre héros, oui ou non? En réponse, la ministre responsable des Sports. On reconnaît les vieux réflexes de bagarreur du député de Marquette. S'il vous plaît, j'aimerais entendre la réponse de la ministre. On l'écoute. Merci, Madame la Présidente. Donc, je trouve ça toujours surprenant de la part des membres de l'opposition de soutrer parce qu'on a des programmes normés puis qu'on n'y va pas avec le capital politique puis de faire de la petite politique avec des infrastructures sportives. Ce qu'il faut savoir dans le dossier de l'Aréna de Tursault, c'est qu'ils ont présenté un projet en infrastructure. Je peux répondre? On écoute bien, merci. Donc, ils ont présenté un programme, mais qui allait beaucoup au-delà d'un simple aréna. Donc, on présentait un centre, un complexe multifonctionnel avec une bibliothèque, avec un centre culturel, avec plusieurs ajouts. Donc, évidemment, maintenant, on travaille avec eux pour faire en sorte qu'un aréna soit... Comme il avait été convenu, soit construit ou soit rénové. Mais évidemment, on parle d'un programme qui est normé, puis on y va avec rigueur pour analyser les dossiers, on sait, il y en a eu énormément. En terminant, et la ministre parlait d'elle-même et n'accusait personne. Cela dit, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.